Ce programme renferme des images susceptibles de choquer la sensibilité de certains téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Patsy Ramsey. Papa n'est pas là, mais voici John Benet. Elle a 4 ans. Burke a 7 ans. Bienvenue chez nous et surtout très joyeux Noël. C'est coucou, John Benet. 911 emergency. Police. We have a kidnapping. Hurry, please explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? Le 26 décembre 1996 à 5h52, Patsy Ramsey appelle police secours pour signaler l'enlèvement de sa fille de 6 ans, John Benet. L'enfant est retrouvée morte le même jour dans la maison familiale. À Boulder, Colorado, les parents de la petite John Benet Ramsey affirment qu'un tueur d'enfants est en liberté. Des photos de la fillette circulent rapidement et déchaînent les médias. Le pays tout entier est bouleversé par le drame. La liste des suspects se réduit. Bientôt, il n'y aura plus personne sur la liste. À part vous. Mais l'enquête piétine et l'assassin ne sera jamais retrouvé. Gardez vos enfants près de vous. Un tueur rôde. 20 ans plus tard, le mystère reste entier. Je m'appelle Jim Clementi et j'étais profiler au FBI. Je suis expert en affaires de pédophilie, d'enlèvement et de meurtre d'enfants. Je m'appelle Laura Richards, je suis analyste en comportement criminel et j'ai été formée par Scotland Yard au sein du FBI. J'ai rejoint l'unité de psychocriminologie en 1998 et nous avons examiné l'affaire John Benet Ramsey. Initialement, tout faisait penser à un enlèvement classique, car il y avait une demande de rançon. Mais on a vite découvert que ce n'était pas un enlèvement quand, 8 heures plus tard, le corps a été retrouvé dans la maison. Mon objectif est clair et précis. Je suis du côté des victimes. Je veux découvrir la vérité au nom de John Benet. Cette affaire ne m'a jamais quitté. Est-ce qu'il s'agit d'un prédateur sexuel, d'un intrus? Ou bien est-ce que c'est une affaire de violence parentale, d'inceste? Notre objectif est de découvrir enfin la vérité et de révéler au monde entier ce qui est arrivé à John Benet Ramsey. Oh my God, please. Hurry, hurry, hurry. Patsy? Patsy? Nous avons un espace où baser notre quartier général et travailler. Ce sera vraiment notre salle de réflexion, là où on passera en revue toutes les informations et les faits. Je pense que cette étape sera fondamentale. Il faut qu'on refasse une enquête complète, qu'on reprenne tout depuis le début, depuis l'appel à police secours et la scène de crime. La demande de rançon et l'enchaînement des événements. Il faut absolument que la chronologie soit claire dans notre tête. Il faut qu'on fasse éclater la vérité sur sa mort. C'est la grande interrogation dans cette affaire. Parlons déjà de ce qu'on sait des Ramsey. John, Patsy, John Benet et Burke. John Ramsey a déjà été marié. Il a 3 enfants de son premier mariage. Bess, John Andrew et Melinda. Bess a été tuée dans un accident de la route. John avait donc une bonne situation. Patsy avait 14 ans de moins que lui. Quand ils se sont rencontrés, elle avait 21 ou 22 ans. Elle avait été Miss Virginie occidentale. Donc pour lui, c'était un peu une femme trophée. Elle avait aussi étudié le journalisme à l'université de Virginie occidentale. C'était une femme intelligente. Elle n'a pas travaillé pour John à une époque? Si. John faisait une carrière brillante dans l'informatique. Son entreprise avait fait 1 milliard de chiffre d'affaires l'année où John Benet a été tué. Ils menaient grand train. Ils avaient 2 avions à un moment et un yacht de 9 mètres. Pour tout le monde, c'était la famille parfaite en apparence. Ce crime a eu lieu il y a presque 20 ans. John Benet n'avait que 6 ans. Elle en aurait 26 aujourd'hui. Elle aurait peut-être déjà des enfants. Son frère Burke avait presque 10 ans à l'époque. Il a 29 ans aujourd'hui. C'est un homme. Après la mort de John Benet, la tragédie a de nouveau frappé la famille quand Patsy a découvert qu'elle avait un cancer des ovaires. Elle est décédée en 2006. Nous devons vraiment comprendre leur personnalité et interroger le plus de témoins possible pour comprendre qui ils étaient vraiment et quelle était la dynamique entre eux.
Le plus important est d'aller là où les indices nous mènent. La bonne nouvelle, c'est que nous avons une équipe formidable. Beaucoup d'entre nous avons participé à l'enquête au moment des faits, ou l'avons prise en cours. Le docteur Henry Lee est un criminologue de renommée mondiale. Il excelle dans l'analyse des détails et des faits scientifiques pour reconstituer les crimes. Jim Fitzgerald était profiler. Il est linguiste judiciaire et c'est un ancien officier de police. James Collar a été engagé par le procureur pour reprendre toute l'enquête. Stan Burke enseigne l'analyse comportementale à l'Académie du FBI. Et le docteur Werner Spitz. Il a une expérience inégalée en médecine légale. Dans cette affaire, nous devons à tout prix comprendre le rapport d'autopsie et il va nous aider. 20 ans plus tard, constituer une équipe d'experts aussi réputée et les réunir dans la même pièce est totalement inédit. Si on associe les carrières de chacun, on parle ici de 250 ans d'expérience en enquête criminelle. Cette affaire me touche personnellement. J'aimerais réussir à conclure cette enquête. Non pas pour l'opinion publique, mais pour John Benet Ramsey. C'est la seule affaire qui me reste en travers de la gorge. On a beaucoup de preuves, mais on n'a pas encore réussi à en tirer quelque chose. Nous allons commencer par le point de départ de cette enquête, l'appel à police secours. À 5h52, Patsy appelle la police. 911 emergency. We need him. Police. What's going on? 15th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says FBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Patsy Ramsey, I'm the mother. Oh my God! Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she's right here. Oh my God, please. Okay, Please, there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath for me, Please, okay? hurry. Patsy? 6 secondes sont inaudibles. Patsy croyait que l'opératrice avait raccroché. Elle ne pensait sûrement pas que quelqu'un l'écoutait. L'appel à police secours joue un rôle fondamental dans cette affaire et Jim Fitzgerald est l'expert idéal pour nous fournir une analyse. Beaucoup de détails sont très intéressants d'un point de vue linguistique. Le premier mot employé est le pronom « nous ». Nous avons un enlèvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est l'appartenance? Elle ne prononce pas le nom de sa fille. Elle dit « ma fille de 6 ans, blonde. Je suis la mère. Je suis la mère. » Ce sont des détails comportementaux très inhabituels. Take a deep breath for me, okay? Patsy? Parlons du fait qu'elle raccroche. Quand on appelle la police parce qu'un proche vient de disparaître, c'est un appel de détresse. J'ai entendu beaucoup de ces appels dans ma carrière. Personne ne raccroche avant l'arrivée de la police. C'est une ligne de vie. Elle est synonyme d'espoir. Dès qu'on raccroche le téléphone, on met fin à l'espoir. Patsy a raccroché et il faut se demander pourquoi. Ouais. Si elle espère sincèrement qu'on s'occupe de son enfant, qu'on vienne à son secours, qu'on la sauve et que quelque chose l'interrompt, c'est qu'il y a d'autres paramètres en cause. C'est intéressant que Patsy croit avoir accroché, alors que l'opératrice continue de dire son nom pour poursuivre la discussion et la garder en ligne jusqu'à l'arrivée de la police. Mais elle ne raccroche pas. Derrière elle, on entend des voix. Ouais, d'autres voix. Vous entendez qui? Dans les années 90, ils ont tenté d'amplifier cet enregistrement. 911 emergency. Il y a eu beaucoup de débats sur ce qui a été découvert, mais la plupart des gens n'ont jamais entendu la version amplifiée.
Nous voulons nous servir de la technologie moderne pour entendre ce qui est dit et par qui lors des dernières secondes de l'enregistrement. Oh my God! Patsy? C'est vraiment dur à distinguer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nettoyer le son? On peut essayer de réduire le bruit. Patsy? Patsy? C'est dur. C'est vraiment inaudible. Ouais. Réessayons. Patsy? Patsy? Vous pouvez ralentir? Patsy? Avec la réduction du bruit. Patsy? Oh, wow. Je crois que j'entends un homme dire, ce n'est pas à toi qu'on parle. Je crois que c'est la voix de John Ramsey. John Benet et moi étions très proches. Elle va terriblement me manquer, pour le restant de mes jours. Ce n'est pas à toi qu'on parle. Le ton employé semble s'adresser à un enfant. Ouais, je n'ai jamais entendu ça. Très bien. On peut continuer? Il y a une autre voix, Ouais. une voix de femme. Vous pouvez l'amplifier et ralentir un peu? Juste un peu? Je sais pas trop. On dirait la voix de Patsy. Je n'ai pas tué John Benet. J'adore ma fille. On peut ralentir encore un peu? J'entends « Oh, quelque chose, Seigneur », répété. J'entends soit Seigneur Dieu ou Aidez-moi mon Dieu. Moi, j'entends « Qu'est-ce que t'as fait ?»« Qu'est-ce que t'as fait ?» C'est ce que j'entends dans les haut-parleurs. J'ai pas écouté au casque. Vous pouvez le faire? Oui, bien sûr. J'entends bien Seigneur la deuxième fois. On va réduire le bruit. Super. Je vais réduire le bruit entre les mots, Parfait. en espérant que ça n'efface pas tout ce qu'on entend. Attention. Vous avez peut-être raison. C'est le même nombre de syllabes. Mais maintenant que vous le dites, je crois que j'entends une variante entre les deux phrases. La première partie est très floue, mais qu'est-ce que tu as fait est une probabilité très forte. Très bien. Passons à la phrase suivante. Arrêtez-vous là. Vous pouvez ralentir? C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as trouvé? Mais la voix est plus faible, pas en premier plan. C'est ça. Il n'y avait que 4 personnes dans la maison. Ouais, et une était morte. Je pense qu'on a entendu la voix de John Ramsey. Patsy? On a entendu la voix de Patsy. Donc la seule autre personne qui se trouvait dans la maison, c'est Burke. Ouais. C'est extrêmement important. Ça change tout car ils ont déclaré que Burke dormait à ce moment-là. Ils ont insisté sur le fait qu'il dormait et qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Et donc la police ne lui a jamais demandé ce qu'il avait entendu. Patsy? Patsy? Maintenant qu'on a entendu tout ça, on doit absolument interroger l'opératrice qui a réceptionné l'appel, Kim Archuleta. J'espère vraiment réussir à lui parler pour savoir si elle se souvient de comportements étranges qui ne seraient pas audibles sur l'enregistrement.
Bonjour Kim, Jim Clementi à l'appareil. On aimerait beaucoup discuter avec vous. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé ce jour-là, mais aussi sur ce qui s'est passé après. D'accord. Des délibérations étaient en cours, alors j'avais interdiction d'en parler. Ma version de l'histoire n'a jamais été entendue. Bonjour. Ça va? Laura? Laura Richards, oui, enchantée. Jim Clementi. Jim, ravi de vous rencontrer. Ravi aussi, merci beaucoup. C'est la première fois. On me demande mon avis. En 20 ans? En 20 ans. Pour commencer, on va l'écouter en entier, D'accord. pour s'en imprégner. 911 emergency. We need him. We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yes. gone? Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? Okay, what's your name? Are you Pat? Patsy Ramsey, I'm the mother. Oh my God! Please, Okay. hurry. Patsy? 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 Quelle est votre première réaction, Kim? Je me souviens d'avoir eu l'intime conviction que quelque chose n'allait pas. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on entend la panique dans sa voix, au début, au point de ne pas pouvoir répondre à mes questions. Mais ça s'arrête d'un coup. Okay, what's your name? Are you Patsy Pat? Ramsey, I'm the mother. Oh my God! Patsy, Please, okay. hurry. Patsy? Patsy? Il y a un changement de ton entre l'hystérie totale et soudain Oui, c'est ça. un ton très différent. Oui. Ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que j'ai cru l'entendre dire « D'accord, on a appelé la police et maintenant ?» Ça m'a perturbée. Je suis restée en ligne pour essayer d'entendre ce qui se disait. On aurait dit qu'il y avait 2 voix dans la pièce, peut-être 3, des voix différentes. J'avais vraiment un très mauvais pressentiment. Pour moi, ça semblait être une mise en scène. C'est le souvenir que vous en avez, et il ne vous a pas quitté Jamais. depuis 20 ans. C'est ça. C'est ce que j'ai toujours ressenti. Vous avez amplifié les voix, n'est-ce pas? Oui, on a amplifié la fin. C'est intéressant car certaines choses restent inaudibles, mais d'autres sont très faciles à distinguer. Quand on a réduit le bruit de fond, on a entendu un homme dire « Ce n'est pas à toi qu'on parle ». Il est très ferme. Ensuite, on croit entendre Patsy dire quelque chose comme « Qu'est-ce que tu as fait? Aidez-moi, Seigneur » ou bien « Aidez-moi, Seigneur, aidez-moi, Seigneur ». Et enfin, je crois que Burke dit « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Je voulais que cette affaire soit résolue, que quelqu'un vienne m'interroger et recueillir mon témoignage. Quand c'est passé devant le grand jury, personne n'est venu. C'est vrai? Vous n'avez pas témoigné devant le grand jury? Non. Un inspecteur est venu chez moi pour me dire que des délibérations étaient en cours et que je ne devais pas en parler jusqu'au procès. Personne n'est jamais revenu et il n'y a jamais eu de procès. Que pensez-vous de tout ça aujourd'hui? L'une des raisons pour lesquelles je suis restée en ligne, c'est parce qu'il se disait des choses. Il fallait que je sache. Ouais. On n'en a jamais parlé. Ça aurait vraiment fait basculer l'enquête. Nous avons discuté avec Kim Archuleta, l'opératrice qui a réceptionné l'appel de Patsy. Elle se souvient très bien que lorsque Patsy a cru avoir raccroché, alors qu'elle retranscrivait l'appel, elle a entendu un changement de ton brutal en contraste avec l'émotion du début. Elle a ajouté qu'elle avait entendu Patsy dire « D'accord, on a appelé la police, et maintenant ?» Ensuite, elle a dit que la conversation avait continué et qu'elle avait entendu d'autres voix, sans comprendre ce qui se disait. Mais quand on a amplifié les voix,
on a entendu quelque chose. John a dit, ce n'est pas à toi qu'on parle, très nettement. Puis peut-être, qu'est-ce que tu as fait? Aidez-moi, Seigneur. C'était Patsy. Et la voix du jeune garçon, qu'est-ce que tu as trouvé? N'oubliez pas qu'ils ont affirmé dans leur déposition que Burke dormait. Pourquoi dire qu'il dormait alors qu'il était debout? C'est sa voix qu'on entend sur l'enregistrement. Ça change complètement l'angle de l'enquête. Gardons ça en tête quand on examinera la suite. Parlons maintenant de la demande de rançon. C'est l'appel à police secours qui a déclenché cette enquête. Mais quand la police est arrivée, la première pièce à conviction qu'elle a trouvée était la demande de rançon, ou plutôt la lettre, en raison de sa longueur. Les 380 mots de cette demande de rançon sont une mine d'informations. À ma connaissance, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire criminelle américaine qu'une demande de rançon soit laissée sur les lieux et que le corps soit retrouvé au même endroit. Monsieur Ramsey, écoutez-moi bien. Nous sommes un groupe d'individus représentant une petite faction étrangère. Nous respectons vos intérêts, mais pas le pays qu'ils servent. À l'heure où je vous parle, nous détenons votre fille. Elle est en sécurité et indemne, mais si vous voulez qu'elle connaisse 1997, vous devez suivre nos instructions à la lettre. Vous allez retirer 118 000 $ de votre compte, 100 000 en coupure de 100 $ et les 18 000 restants en coupure de 20 $. Assurez-vous de vous rendre à la banque avec une mallette de taille suffisante. Une fois rentré à la maison, vous mettrez l'argent dans un sac en papier craft. Nous vous appellerons entre 8h et 10h demain matin pour les instructions de livraison. La livraison sera épuisante, donc reposez-vous bien la veille. Si nous constatons que vous allez chercher l'argent plus tôt, nous vous appellerons peut-être pour avancer l'heure de la livraison et par conséquent, l'heure de la libération de votre fille. Si vous ne respectez pas mes instructions, votre fille sera immédiatement exécutée. Son corps ne vous sera jamais rendu et vous ne pourrez pas l'enterrer. Les deux hommes qui surveillent votre fille ne vous portent pas dans leur cœur, alors je vous conseille de ne pas les provoquer. Si vous parlez à quiconque de cette affaire, à la police, au FBI, etc., votre fille sera décapitée. Si vous parlez au moindre chien errant, elle mourra. Si vous alertez les autorités financières, elle mourra. Si les billets sont marqués ou faux, elle mourra. Vous serez soumis au détecteur de métaux, et si vous êtes armé, elle mourra. Si vous tentez de nous doubler, sachez que nous connaissons les stratégies et tactiques des forces de police. Vous avez 99% de chances de tuer votre fille si vous voulez jouer au plus malin. Si vous suivez nos instructions, vous avez 100% de chances de la récupérer. Votre famille et vous êtes sous surveillance permanente, ainsi que les autorités. N'essayez pas d'être intelligent, John. Vous n'êtes pas le seul gros Richard du pays, et tuer nous sera très facile. Ne nous sous-estimez pas, John. Servez-vous de votre bon sens sudiste. Tout dépend de vous, John. Victoire, SBTC. Je pense que c'est l'une des pièces à conviction capitales de cette enquête. Stan, que pensez-vous du début de la lettre? Je la trouve fascinante car elle s'adresse tout d'abord à Monsieur Ramsey. Les mots suivants sont « Écoutez-moi bien ». Regardez la lettre, ça me saute aux yeux. Tout simplement parce que, premièrement, c'est une lettre. Alors pourquoi « Écoutez-moi bien » ? Oui. Il devrait être écrit « Lisez attentivement ». Même pas en fait. Une enfant a été enlevée. On va lire attentivement, c'est une évidence. Il semble y avoir plusieurs mobiles évoqués dans ce document. On commence par la faction étrangère. C'est la première chose qui m'a frappé. Cette faction, c'est une invention. Que pensez-vous du montant et des instructions très précises sur le type de coupure? Le montant de 118 000 $ correspond environ à la prime que John Ramsey a dû recevoir cette année-là. C'est un chiffre étonnant. Le fait qu'il soit si précis est étrange. Il est millionnaire. Quitte à faire ça, autant voir grand. Pourquoi demander 118 000 $ quand on peut demander 1 million? C'est vrai. Quand les enquêteurs de Boulder m'ont montré cette lettre, j'ai reconnu des citations que j'avais déjà lues quelque part. C'était les débuts d'Internet, et ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de trouver des informations, mais j'ai loué quelques films qui me faisaient penser à ces phrases. La première est l'une des 4 phrases que je vais vous lire. Regardez avec moi sur la deuxième page. On a un texte emprunté à la scène d'un film qui traite de l'enlèvement d'une jeune fille. Il s'agit d'un film de 1972, L'Inspecteur Harry. On sait, grâce à la vidéo de la scène de crime, que la maison est truffée d'affiches de cinéma. Si vous parlez au moindre chien errant, elle mourra. Dans le film, ce n'est pas un chien errant, mais une race précise de chien.
Si vous alertez les autorités financières, elle mourra, elle mourra, elle mourra. Et ce n'est pas fini. Dernière page. N'essayez pas d'être intelligent, John. Cela s'adresse à un policier de Los Angeles embarqué dans un bus fou en train de discuter avec un fanatique au téléphone. Le nom de ce film, Speed. Et ici, si vous alertez les autorités financières, elle mourra. Il a déjà dit plus tôt, suivez nos instructions ou elle sera décapitée. Exécutée, décapitée. Pourquoi il répète toujours la même chose? 76% des termes de cette lettre sont exagérés. 76%. Ils ne sont pas utiles. L'auteur essaie de nous vendre quelque chose. C'est de la force de vente. La même chose aurait pu tenir en 4 lignes. Nous avons votre fille. Retirez 118 000 $. Mettez l'argent dans un sac en papier. Je vous appellerai entre 8h et 10h. Ne prévenez ni le FBI ni la police ou elle mourra. SBTC. Ce que vous venez de citer, c'est en gros ce qu'on a dans 3 demandes de rançon historiques. Lindenburg, Weinberger et Wiles. Le dénominateur commun de ces 3 kidnappings, c'est que la victime avait été enlevée. Elle n'était pas morte dans la maison. Il y a très peu de variantes entre ces 3 enlèvements historiques et cette lettre. Et si on essayait d'établir un profil linguistique? L'objectif est de savoir qui a pu écrire cette lettre. Je pense que le niveau d'instruction est élevé. On a un niveau de langue avancé tout au long de la lettre. Les seules fautes sont dans le premier paragraphe. Il y a le concept de faction étrangère dans la deuxième phrase. Juste en dessous, on a le mot « intérêt ». Et si vous regardez bien, il y a une faute d'orthographe, un S en trop. Quelqu'un dont ce n'est pas la langue natale pourrait faire cette faute. J'ai remarqué très vite que c'était une faute délibérée. Elle est censée faire le lien avec l'idée que cette personne est étrangère et ne parle peut-être pas très bien la langue. Mais particulièrement, autorité, stratégie sont bien orthographiées. Cela indique une tentative de dissimulation. Ces fautes ont été ajoutées délibérément pour brouiller les pistes. La langue maternelle, pour moi, c'est l'anglais. Donc, ce sont des personnes de langue anglaise. Oui. La première langue qu'ils ont appris dans la vie, c'est l'anglais. Ça ne fait aucun doute. L'âge n'est jamais facile à déterminer. Mais je pense qu'il s'agit d'un adulte. Il n'y a aucune trace d'argot ou de langage parlé adolescent. Je dirais donc qu'il s'agit d'un adulte de 30 ans ou plus. Le dernier élément du profil, c'est le genre. Et c'est aussi le plus dur à déterminer. Il y a au moins 6 exemples de ce que j'appelle un langage maternaliste. J'ai déjà entouré la première phrase. On imagine facilement une mère dire à son enfant « Écoute-moi bien, une fois rentré à la maison, et non chez vous ou à votre domicile, une fois rentré à la maison, ne vous porte pas dans leur cœur. » Est-ce important pour le père de savoir s'il le trouve sympathique ou non dans ce contexte? Sur le millier d'affaires que j'ai traitées au fil des années, si quelqu'un avait écrit ce genre de réflexion, c'était une femme. Moins on donne d'informations dans une demande de rançon, moins on a de chances de se faire prendre. Il ne faut pas laisser de traces. Oui. Là, c'est l'inverse. C'est un comportement risqué de laisser une lettre aussi longue, sans compter le temps que ça demande. Oui, surtout quand on sait qu'elle a été écrite dans la maison et non avant, en préparation du kidnapping, ce qui serait logique. Vous avez tout à fait raison, Jim. Le papier. Les enquêteurs ont trouvé un bloc, mais ils ont aussi trouvé 2 brouillons. Ce bloc était celui de Patsy, qui se trouvait sur le petit bureau du couloir. Je crois, oui. Et le stylo a été retrouvé sous le téléphone. Sous le téléphone. La personne en question a eu le temps de commettre un meurtre, de trouver le bloc et le stylo, de rédiger quelques brouillons pour offrir sa plus belle plume, d'écrire la lettre, et enfin de remettre le bloc et le stylo à leur place. C'est absurde de faire une chose pareille, sauf s'il s'agit d'autre chose que ce que la lettre est censée faire croire. Ils ont consacré beaucoup d'énergie et de temps à la rédaction de cette lettre. Je voudrais que chacun d'entre nous recopie la lettre et je vais nous chronométrer. Je suis prêt. C'est parti.
Ce n'est pas tant la vitesse, c'est surtout ce qui est écrit dans cette lettre. J'ai une crampe. Je vais beaucoup plus vite sans mettre un point sur tous les i, alors que j'ai remarqué que tous les i avaient un point. Il y a beaucoup de i. C'est encore plus long quand on est précis. J'avais mal compris les instructions et j'ai tout écrit en majuscules, sans point sur les i. On a fini. C'est pas trop tôt. 21 minutes. Rien qu'en recopiant, il a fallu 21 minutes pour écrire cette lettre. Écrire l'original a dû prendre beaucoup plus longtemps, car on réfléchit toujours à ce qu'on écrit. Mais même en allant très vite, ça veut dire 21 minutes et demie pour se faire surprendre. 21 minutes et demie à rester plus longtemps que nécessaire. Si on part du principe qu'il s'agit d'un intrus qui aurait pénétré dans la maison pour enlever l'enfant. Bon, on est tous d'accord pour dire que cette lettre est une mise en scène. Ce qu'il nous reste à découvrir au cours de notre enquête, c'est si elle est l'œuvre de la famille ou d'une personne extérieure. Comme l'affaire n'est plus en cours, on a le droit d'enquêter et de déterrer tout ce qu'on peut. Ron. Bonjour Jim. Merci d'être venu. Ron Walker est le seul agent du FBI à s'être rendu sur les lieux du crime ce jour-là. C'est absolument crucial de lui parler et de recueillir ses impressions. Je disais à Laura que, contrairement aux autres officiers de la première unité, vous étiez le seul psychocriminologue. Oui. Vous étiez formé pour ça. Vous aviez des années d'expérience. Vous saviez quoi chercher. Quand il est devenu évident qu'il s'agissait d'un meurtre et non d'un enlèvement, le FBI n'était plus prioritaire sur cette affaire. À l'époque, le FBI ne traitait à peu près qu'un homicide par an. Oui. Il n'avait pas votre expertise. Nous aimerions reconstituer la chronologie de cette journée. Le premier jour est le plus important. Vous pourrez combler certains trous dans l'emploi du temps. Au cours de la matinée, la police de Boulder a alerté le FBI qu'une enfant avait été enlevée, avec une demande de rançon. C'est la seule information qu'on m'a donnée ce matin-là. À 5h52, c'est l'appel à police secours. Viennent ensuite les amis de la famille, les Ferney et les White. Puis j'ai enregistré l'arrivée de l'agent French. Et après 6 heures, à une heure indéterminée, celle des amis des Ramsey. L'événement suivant, mais je n'ai pas d'heure, c'est l'arrivée des enquêteurs et des avocats de la famille. À 8h10, Linda Arndt est arrivée. Oui. D'accord. J'ai été contacté vers 8h15, 8h30. Je me suis rendu au bureau du FBI à Denver pour prendre l'équipement dont j'avais besoin. À 11h, je suis arrivé au commissariat de Boulder. À 11h45, j'ai eu une première conversation avec le sergent Larry Mason. On a recoupé toutes les infos dont on disposait à ce stade. Ce qui se passait dans la maison et comment s'organisait la police. Qui faisait quoi? Une fois sur place, comment ça s'est passé? Une fois arrivé sur les lieux, j'ai examiné la demande de rançon. La première chose qui m'est frappée, c'est la longueur de la lettre. C'est extrêmement inhabituel dans les affaires de kidnapping. Ouais. D'accord. Plusieurs choses sautent aux yeux, du moins à mon avis. La première, c'est l'idée d'une faction étrangère. Quand on enlève quelqu'un, il faut à tout prix donner une impression d'autorité et de pouvoir. Par exemple, nous sommes un groupe terroriste d'envergure et nous tuerons votre fille si vous n'obéissez pas. Exact. Pas une petite faction étrangère. Oui. Ça les décrédibilise complètement. Exactement. En général, l'enlèvement d'un enfant pour une rançon est extrêmement rare. Le plus fréquent, c'est l'enlèvement par un des deux parents. Bien sûr. Celui qui n'a pas la garde de l'enfant, généralement. Donc j'ai immédiatement pensé que la demande de rançon était un leurre, que c'était une mise en scène. Et c'est d'autant plus important dans ce cas que les inspecteurs gardent le contact visuel avec la famille. Je ne m'inquiétais pas pour Patsy, car elle était dans la véranda, entourée par ses amis, et elle pleurait. Oui. Elle n'irait nulle part. À ce moment-là, Larry Mason et moi avons commencé à réfléchir à un moyen de garder un œil sur le reste de la famille.
Il fallait sécuriser la scène de crime. Il fallait surtout contrôler les déplacements des individus sur les lieux. Vers midi, Linda Arndt a appelé le sergent Mason et lui a dit que John Ramsey est introuvable depuis 1h30. Quand il est revenu, son comportement avait changé. Il était agité. Il était agité, oui. La police de Boulder faisait défiler les inspecteurs. C'était un peu le chaos, la confusion générale. Comme il était censé s'agir d'un enlèvement, les officiers concentraient leur énergie et leur temps à l'extérieur du domicile. Je voulais que Linda Arndt prenne John Ramsey entre 4 yeux et lui dise qu'on allait fouiller la maison de fond en comble. Pour moi, c'était vraiment une astuce pour faire diversion. Je voulais qu'il soit occupé, Oui. mais en présence de Linda Arndt. Avec une présence. Et en présence d'un officier de police, pour qu'on ne se retrouve pas à nouveau dans une situation où il disparaissait pendant 1h30. D'accord. Linda m'a appris plus tard que lorsqu'elle a dit à Ramsey « Nous allons fouiller la maison de fond en comble, en commençant par l'étage », Ramsey, qui était alors avec Fleet White, a saisi son ami par le bras et s'est dirigé droit vers la porte de la cave. Il a ouvert la porte et a dit avoir retrouvé sa fille. Puis il a allumé la lumière. Dans toutes les affaires de meurtre déguisé que j'ai traitées, le meurtrier exploite l'arrivée d'un ami ou d'un membre de sa famille pour faire en sorte que ce soit lui qui découvre le corps, ou bien qu'il se trouve avec le meurtrier quand le corps est découvert. Il entraîne un ami avec lui au moment où il découvre le corps, pour que cet ami puisse témoigner du choc, de la surprise et de l'horreur qu'il a manifesté. John Ramsey porte sa fille à l'étage. Et il la pose ici. Il la pose par terre, mais il y a un canapé, une table basse, des fauteuils. Pourquoi la poser par terre? Quand je suis arrivé, son corps était dans le salon, à côté du sapin. Elle avait encore été déplacée. Linda Arndt l'avait déplacée une 2e fois. Il n'y avait plus qu'elle et l'agent French dans la maison à ce moment-là. Elle devait surveiller les allées et venues sur la scène de crime. Quand Larry Mason et moi sommes arrivés par la porte, l'agent French se tenait juste à l'entrée. Je lui ai demandé s'il était déjà là quand le corps avait été trouvé. Il m'a répondu oui, Ramsey a remonté le corps et l'a déposé là. J'ai regardé à mes pieds, j'ai dit à French, juste ici. Il a dit oui, juste là. Tout de suite, j'ai pensé, scène de crime contaminée. Qui d'autre avait marché sur la moquette? Tous les gens qui étaient là dans la journée ou la semaine d'avant. Tout le monde avait marché là. Le corps avait été déposé là, puis déplacé à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du cauchemar qui attendait l'équipe médico-légale. C'est énorme. Quand on analyse en profondeur une enquête criminelle, on doit reconstituer la scène de crime. Nous allons reconstituer les pièces clés de l'affaire, c'est-à-dire la chambre de John Bonnet, où elle a été vue vivante pour la dernière fois, l'escalier où la demande de rançon a été retrouvée, la cuisine et le sous-sol, y compris la cave à vin où le corps de John Bonnet a été découvert. On ne peut pas remonter le temps et revenir dans la maison, mais on peut essayer le plus précisément possible de la reproduire physiquement. La reproduire avec nous à l'intérieur. Il est capital pour nous de voir et de sentir comment cette maison est construite. Nous allons essayer d'élaborer une hypothèse quant au déroulement du crime. J'ai l'impression de remonter le temps. Vous avez fait un excellent travail de reproduction. C'est là que la lettre a été retrouvée. 3e marche de l'escalier en colimaçon. Exact. N'importe qui penserait que l'endroit logique où poser cette lettre serait un bureau, une table. Le comptoir de la cuisine. Exactement. Pourriez-vous nous montrer comment vous avez inspecté le sous-sol? Il nous a fallu au sergent Mason et à moi-même quelques minutes pour aller du commissariat au domicile des Ramsey.
Quelle heure était-il environ? Il devait être 13h20, quelque chose comme ça. Donc peu de temps après la découverte du corps. Ah oui. Larry Mason et moi sommes descendus. Il est passé devant moi. J'essayais de me repérer car je n'étais jamais allé à la cave. Je suis entré dans une pièce qui était la salle de jeu, qu'ils appelaient la salle du train, je crois. Quand je suis revenu dans cette partie de la pièce, j'ai tout de suite remarqué les 3 petites fenêtres et la vitre cassée, ainsi que la valise. Quand j'ai vu la valise bleue sous la fenêtre, je me suis demandé si le coupable n'avait pas eu l'intention de mettre le corps dans la valise pour ne pas le laisser sur le lieu du crime. Est-ce que tout était allé trop vite? Est-ce que le meurtrier avait été dépassé par les événements? Oui, il voulait sans doute dissimuler le corps. Tout à fait. Ouais. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Bon, et où êtes-vous allé ensuite? On continuait d'inspecter quand Mason m'a montré cette porte et m'a dit « C'est la pièce où le corps a été retrouvé ». Alors on a changé de chemin pour aller inspecter cette pièce. C'est étrange comme sensation. J'ai l'impression d'être revenu à cette époque. C'est comme un tombeau. Oui. Quand on est descendu ici, la lumière était allumée. D'accord. Sans doute parce que John Ramsey l'avait allumée après avoir ouvert la porte. D'accord. Allez-y, allumez. Quand je suis arrivé, son corps était déjà dans le salon. John l'a porté là-haut. Oui, là-haut. Il a enlevé le scotch et la couverture blanche. Et il les a laissés en bas. On ne s'est pas avancé très loin dans la pièce. Larry a dû s'arrêter par là. Moi, je suis entré et je suis resté à gauche de la porte. Je ne voulais pas avancer trop loin dans la pièce, simplement parce que le corps de l'enfant y était resté quelque temps. Dans certaines déclarations, John aurait crié qu'elle était là avant d'allumer la lumière. De là où je me tiens, je devine le contour d'un objet. Ouais, Mais je ne crois pas pouvoir l'identifier. ouais, Pour moi, c'est un tas de chiffons. ouais. Comment pouvait-il savoir que sa fille était enroulée là-dedans? Si je me souviens bien, personne ne lui a jamais demandé. Pourquoi? À mon avis, parce que les consignes données aux forces de police ce jour-là étaient de les prendre avec des pincettes, de les traiter avec respect, comme des victimes, et non comme des suspects. Pour quelle raison? Ils étaient influents et riches. D'après ce que vous nous dites, leur influence a joué un rôle important. Tout le monde pouvait aller et venir librement. J'ai tout d'abord été surpris par un certain nombre de détails. Puis, quand j'ai commencé à les mettre bout à bout, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très bizarre dans cette affaire. Ouais. Au moment précis où j'étais là-bas, un inspecteur a entendu John Ramsey réserver son avion par téléphone. C'était après la découverte du corps. D'accord. Pourquoi John Ramsey a-t-il voulu partir si vite? Il devait se douter qu'il y aurait une enquête de police. Sa fille venait d'être tuée. Pour moi, ce n'est pas seulement bizarre, c'est abominable. La première chose à faire en cas d'homicide, c'est d'isoler les témoins et de les emmener pour prendre leur déposition. Oui. Les Ramsey auraient dû être interrogés par la police dans les premières 24 ou 36 heures. Seul problème, ils n'ont pas été interrogés par la police. C'est pour ça que je veux parler à Fleet. On doit comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Fleet et Priscilla White sont des témoins importants. C'étaient les meilleurs amis des Ramsey à l'époque. Et ils étaient dans la maison pendant tout le déroulement du drame. On a un message de Fleet. Le point capital qu'on doit aborder avec Fleet, c'est le comportement des Ramsey ce matin-là. Je trouve très curieux d'inviter des amis dans une maison où la famille vit un véritable drame, un vrai chaos. Surtout s'ils pensaient qu'un intrus avait pénétré chez eux et enlevé leur fille. Pourquoi faire venir des amis? Et oui. Je sais que les White sont très soucieux de parler ouvertement de cette affaire, car ils en gardent un très mauvais souvenir.
Fleet a été l'un des premiers à douter de John et à lui dire d'arrêter de se cacher derrière son avocat pour coopérer avec la police. Dans une lettre ouverte de 14 pages, Fleet White fustige le procureur de Boulder et vise très précisément les Ramsey. Il affirme que l'enquête a échoué car les Ramsey ont refusé de coopérer activement avec les enquêteurs. On va aller parler à Fleet. Mais il ne veut pas de caméra, donc on doit arrêter de filmer. C'est plus important de lui parler que de l'enregistrer. Je suis d'accord. Vous pouvez lui dire qu'une équipe est tout près et qu'on peut venir tout de suite s'il veut. Très bien. On a aussi le temps en fin de journée. Si ça ne lui va pas, on peut le faire n'importe quand. On veut vraiment son témoignage. D'accord. Salut. C'est eux? Oui, les voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était passionnant. Ils savent beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de souffrance. Mon épouse Priscilla et moi vivons à Boulder depuis 1994. Nous étions au domicile des Ramsey quand le corps de John Benet a été retrouvé. Nous avons été qualifiés publiquement de meurtriers, de bourreaux d'enfants, de pédophiles et de parjures. Ils étaient sur la réserve. Ils ont peur et ils ne veulent pas que la même chose se reproduise. Vous croyez qu'ils ont compris à quel point vous vous sentiez impliqué? Oui, ils sont prêts à nous parler. Mais ils ne veulent pas le faire devant des caméras. Avant qu'on s'en aille, Fleet m'a pris à part et m'a dit « Jim, je pense vraiment que nous avons des informations susceptibles de vous aider. » J'ai répondu « Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. » Et on continuera de venir vous voir pour vous convaincre que vous prenez la bonne décision, car c'est la bonne. On doit établir une stratégie, un plan. Vous êtes impliqués maintenant. On espère obtenir des informations du voisinage en frappant aux portes. Bonjour, je m'appelle Laura Richards. Il faut délier les langues et faire éclater la vérité. J'aurais souhaité vous parler quelques minutes. Je suis venue aux États-Unis pour enquêter sur l'affaire John Benet Ramsey. Je vous arrête tout de suite. C'était une histoire horrible. Et je vous en prie, je n'ai vraiment pas envie d'en parler. On préfère ne pas en parler. C'est vrai? Oui. C'est terriblement frustrant d'interroger des gens sans obtenir de réponse. C'était la paroisse des Ramsey. Je conduis une nouvelle enquête sur l'affaire de John Benet Ramsey. Nous ne ferons aucun commentaire. Je m'appelle Laura Richards. J'ai parlé à beaucoup de gens. Si vous permettez que je vous parle un peu de moi... Vous risquez d'ouvrir la boîte de Pandore. Tout ce que l'on veut, c'est retrouver une vie normale. On a l'impression que tout le monde a peur de parler. Laissez votre message après le bip. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais laissez-moi un message. J'aimerais vraiment vous parler. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Merci de me rappeler. Si vous aviez la gentillesse de me rappeler, merci beaucoup. Merci? Merci beaucoup. J'en ai un peu marre de tout ça. C'est essentiel pour nous d'en apprendre un peu plus sur la vie privée des Ramsey, par des gens qui les connaissaient, travaillaient avec eux ou passaient du temps chez eux. Quand avez-vous commencé à travailler pour les Ramsey? Patsy Ramsey m'a engagé à l'été 94. C'est vrai? Je me souviens très bien qu'elle voulait un jardin immaculé. Vraiment? Ouais, je me suis dit, d'accord. Mais c'était un bon travail et j'étais libre de choisir mes horaires. Vous croisiez John souvent? Pas du tout. Une fois tous les 3 mois, peut-être. Et les enfants, vous les croisiez parfois? Ouais. Burke, pas tellement. Mais John Benet... John Benet sortait dans le jardin et venait jouer assez près de là où je travaillais. Je me souviens très bien quand je ramassais les feuilles à l'automne. Je faisais un tas avec les feuilles et elle voulait sauter dessus. Elle me disait que ça lui rappelait des moments avec son père. Vraiment?
Ça ne la dérangeait pas de se salir ou de se décoiffer? Pas du tout. C'était une enfant normale, qui voulait jouer et voir son père peu souvent. Je m'en souviens très bien. Je vous dis ça parce que tout le monde a cette image d'une fillette habillée et maquillée à outrance. J'y connais pas grand-chose en concours de beauté, mais ça devait lui demander beaucoup de discipline et de travail pour maîtriser tous les talents dont elle avait besoin. Je me rappelle qu'un jour, elle jouait du violon. Vraiment? Et Patsy discutait avec moi dehors. Elle est retournée voir sa fille et lui a dit « Continue de jouer, ne pose pas ce violon. » Ok, c'est vrai. Et Burke, est-ce qu'il sortait jouer de temps en temps? Ça vous arrivait de le voir? Je me souviens qu'il était très solitaire. Il était plus introverti. Elle était plus sociable et plus avenante que lui. Quelle a été votre première impression quand vous avez rencontré Patsy? Elle était très agréable, très gentille. Elle venait vous voir? Oui, de temps en temps. Et on parlait de choses et d'autres. D'accord. Je me souviens du jour où le verdict d'O.J. Simpson est tombé. Les jurés déclarent l'accusé non coupable de meurtre. J'étais chez eux. Vous étiez en train de travailler dans le jardin? Patsy est sortie et m'a dit qu'O.J. était innocenté. Vraiment? Si la taille ne va pas, vous devez prononcer l'acquittement. Elle est sortie et elle a commencé à m'en parler. Patsy? Ouais. Elle pensait qu'O.J. était coupable de meurtre. Ça ne lui plaisait pas du tout. Elle a dit « On peut tuer en toute impunité dans ce pays ». Interroger des gens qui connaissaient les Ramsay pour mieux comprendre qui ils étaient et comment ils vivaient, c'est fondamental. Nous allons voir une amie de Patsy, une photographe. Elle a photographié les portraits de la famille. Elle semblait assez proche de Patsy. J'ai rencontré les Ramsay à Atlanta. À l'époque, on était surtout des amis mondains. D'accord. À Boulder, on s'est rapprochés, car on jouait ensemble dans l'équipe de softball. Les Mamans Féroces. Rendez-vous compte, c'était le nom de notre équipe. Ils avaient beaucoup d'amis à Boulder. Ils étaient tous les deux d'excellents hôtes. On se sentait tout de suite à l'aise en arrivant chez eux. Patsy était un vrai bout en train. Elle aimait briller. Ses vêtements, sa maison. Elle ne faisait aucun compromis. Est-ce que votre fille jouait avec John Benet? Même si ma fille avait l'âge de Burke, c'est avec John Benet qu'elle jouait. Burke était du genre exaspéré par les filles. Un jour, quand ma fille jouait avec John Benet, elles sont allées dans sa chambre et ma fille lui a posé des questions sur tous ses trophées. C'est quoi tout ça, John Benet? Elle a répondu « Oh, je fais des concours de beauté ». Mais elle n'en a pas fait toute une histoire. Très bien. Et elle a ajouté « Ils appartiennent surtout à ma mère. Ce sont les trophées de ma mère, plus que les miens. » Je me souviens d'un dîner de Noël. C'était la première fois que je voyais John Benet avec une robe magnifique et des cheveux teints en blond. J'étais choquée. J'ai pris Patsy à part et je lui ai dit « Tu lui teins les cheveux ?» Elle a répondu « Oh non, ils ont éclairci au soleil cet été dans le Michigan. » Et c'était faux? Vous voulez rire? C'est vous qui étiez là. Exactement. Je savais qu'elle mentait. Ça m'a gênée qu'elle me mente. Elle aurait pu me dire la vérité. Oui. Vous avez vu Patsy après la mort de John Benet? Ce n'était plus la même femme. Elle avait l'air épuisée et elle n'arrêtait pas de répéter « Qui a tué mon bébé? Qui a pu faire une chose pareille ?» Avez-vous eu d'autres contacts avec Patsy ou la famille après ça? Non, c'était fini. J'ai été mise à l'écart. Au sein de notre cercle d'amis, on nous a dit « Ne parlez pas aux journalistes ni à la police. » Qui vous a dit ça? C'est une amie qui m'a appelée. Et ça vous a fait quel effet? J'étais étonnée. J'ai tout de suite pensé « Si je sais quoi que ce soit qui puisse faire avancer l'enquête, je ne vais pas me taire. » Je le ressentais comme un devoir à la mémoire de John Benet. Je l'aimais énormément. Vous allez me faire pleurer.
J'ai ouvert ma porte à 2 journalistes et j'ai parlé à la police 2 fois. Alors ils ont coupé les ponts avec moi. Ils se sont sentis trahis. À l'époque, je n'ai pas compris, mais avec le recul, je sais que je n'ai pas obéi aux ordres, comme les autres amis l'ont fait. Qu'avez-vous ressenti quand vous les avez vus parler? Ils sont passés sur CNN. Je me suis dit que c'était des hypocrites. Quand Patsy a dit « Gardez vos enfants près de vous », un tueur d'enfants est en liberté, ça a fait tellement peur à ma fille qu'elle n'a pas pu dormir toute seule pendant des mois. Qu'en avez-vous pensé? Que c'était du chiquet. Vraiment? Oui. Patsy m'avait demandé un service, d'aller voir la mère de la ville. Je la connaissais car je l'avais photographiée. Patsy voulait que je lui demande de protéger sa famille. Je suis allée voir la mère et j'ai dit « Patsy veut être protégée ». La mère a répondu « Il n'y a pas de meurtrier qui rôde ». Que ressentez-vous maintenant, 20 ans plus tard? Je suis en colère. En colère de savoir que pour cette petite fille, après toutes ces années, la justice n'a pas encore été faite. Et je pense qu'elle ne sera jamais faite. D'après les statistiques, quand un enfant aussi jeune est tué chez lui, il est très probable que le meurtrier soit un membre de la famille. Mais dans ce cas, la violence des faits laisse penser le contraire. On a affaire à une dichotomie très étrange. Ce n'est pas logique. Une étape clé d'une enquête criminelle consiste à comprendre comment la victime a été tuée. Ramsey, 1996, John Benet. Regarde ça. C'est l'autopsie. Fillette de 6 ans, décédée par asphyxie suite à strangulation, assortie d'un traumatisme crânien. Lors de l'autopsie, le médecin légiste a conclu à une mort par étranglement, en raison de la présence d'une corde autour du cou de John Benet. On va demander son avis au Dr Spitz. Le terme assorti me paraît très vague. Le traumatisme crânien a-t-il eu lieu avant ou après? A-t-il joué un rôle dans la mort de la petite? Seul Werner saura nous répondre. Nous avons fait venir le Dr Spitz, un très grand médecin légiste. Il a notamment travaillé sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et a participé à l'enquête préliminaire dans le cas de John Benet Ramsey. J'ai travaillé sur 60 000 affaires. 60 000? Oui, je n'ai pas toutes les réponses. Mais cette affaire m'a marqué. La police de Boulder m'a demandé si j'étais d'accord pour me rendre sur place. En tant que médecin légiste, j'ai besoin d'accéder aux éléments de l'enquête. Où est quoi? Oui, bien sûr, on comprend tout à fait. Voilà. Mais je n'ai pas pu entrer dans la maison. Qui vous en a empêché? La famille, je pense. La police lui a demandé l'autorisation de me laisser entrer. Et elle a refusé. Pas question. Les Ramsey ne voulaient pas me voir chez eux. Peut-être bien qu'ils avaient peur que je découvre quelque chose que personne n'avait vu. Vous avez pu accéder aux conclusions de l'autopsie qui détaillent les blessures et l'enchaînement des événements. Racontez-nous. Eh bien, elle a reçu un coup à la tête, du côté droit. L'os sous cette zone présentait un trou quasi rectangulaire. Au départ, j'en ignorais la cause. Je vois. J'ai ensuite regardé les photos et j'ai vu une lampe torche sur le plan de travail de la cuisine. D'accord. Et je me suis demandé si ça pouvait en être la cause. Vous avez mené une expérience? Oui. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. D'accord. Voici le dessin qu'a réalisé un expert. On voit comment l'embout correspond à la perfection au point d'impact. L'objet a pénétré dans le crâne sur 1 centimètre et quelques.
Dr. Spitz, voici la maison dans laquelle vous n'avez pas pu entrer. Nous sommes dans la cuisine. Et ça, c'est le téléphone depuis lequel elle a appelé police secours. On s'y croirait. On a les éléments de la scène d'origine. La torche. Ouais. Vous cogitez sur cette affaire depuis 20 ans, non? Vous ressentez quoi, là? J'en ai froid dans le dos. Je vois. C'est comme être projeté dans le passé. Cette maison répond à des questions que je n'ai pas pu poser Vraiment? au moment des faits. Ça a dû être très frustrant pour vous. Vous auriez dû pouvoir entrer. Je me suis demandé ce qui avait pu être dissimulé. Ouais. Et pourquoi? Vous pensiez qu'elle était en vie quand elle a reçu le coup à la tête? Oui. Et elle était vivante quand on l'a étouffée? Étranglée? Il faut que vous sachiez, lorsque le cerveau subit une grave lésion, le cœur continue à pomper automatiquement et donne ainsi une fausse impression de vie. Donc, a priori, c'est le coup à la tête qui l'a tué. D'après vous, ce n'est pas l'asphyxie la cause de la mort. C'est ça. Je suis médecin légiste. Et moi, je sais ce que je dis. Ceux qui ont pratiqué l'autopsie ont pris ce qu'ils voyaient pour argent comptant. Mort par strangulation. Mais elle a aussi reçu un coup à la tête. Alors quelle est la cause? Eh bien, c'est très simple. Je vous explique. Elle a été étranglée pour qu'on croie que c'était la cause de la mort. Mais elle était déjà en état de mort cérébrale. Le corps présentait d'autres blessures qu'on doit évoquer. Elle avait des marques au niveau du cou suite à la strangulation. Et c'est un élément essentiel. On lui avait par ailleurs attaché les mains, avec un nœud coulant. C'était 38 ou 45 cm de diamètre? 39. C'est donc ici que le prochain nœud devrait être. Je vais le passer. Sur les photos, on voit que la corde se trouve sur le pull, pas sur la peau. Elle n'a aucune marque. Ouais. Vous pouvez m'aider? C'est rare que des liens se trouvent par-dessus les vêtements. Mais si elle était consciente, pourquoi n'a-t-elle pas fait ça? Ou retirer le ruban adhésif de sa bouche. Et si elle était morte? Conclusion, on a affaire à une mise en scène. Bien dit. Jetons un œil au tourniquet. Pourquoi aurait-on besoin de cette chose? À quoi peut servir ce bâton? Tout à fait. On peut très bien mettre ça autour d'une main et faire pareil avec l'autre. Cette chose ne sert à rien. Quand on commet une effraction, le temps presse. On entre, on fait ce qu'on a à faire et puis on s'en va. Pourquoi s'embarrasser avec ça? Ça complique les choses. On perd du temps. Et c'est un élément de preuve. Exactement. Pas besoin de ça. Le nœud est intéressant aussi, parce qu'il ne paraît pas bien compliqué. On a affaire à quelqu'un qui ne sait pas faire des nœuds. Oui. C'est un nœud lambda, pas un nœud marin. Rien qu'avec ces éléments, sans rien d'autre, j'aurais pu deviner à l'époque qu'il s'agissait sans doute d'une mise en scène. Pourquoi s'embarrasser d'un tourniquet quand un adulte peut serrer le cou d'un enfant à main nue? Donc, si je vous comprends bien, votre conclusion, c'est que la petite n'est pas morte étranglée. C'est ça. Le coup à la tête l'a tuée. Voilà. J'aimerais jouer l'avocat du diable. Bien sûr, on est ici pour débattre. On aurait dû retrouver des tissus et du sang sur la torche, ainsi que des fragments de cheveux. Sur cette zone, il aurait dû y avoir des traces. À l'époque, j'ai suggéré que des analyses soient faites pour voir ce qu'on pouvait trouver. Et apparemment, ça n'a rien donné. La peau est très élastique. Le cuir chevelu a pu s'enfoncer sous l'impact sans accrocher à l'objet. Donc, le coup aurait été suffisamment fort pour briser l'os, mais pas pour entailler la peau. Le crâne peut être touché sans que la peau le soit. Ouais. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Ça expliquerait le peu de sang sur la scène de crime. Un tel coup n'aurait pas provoqué d'effusion de sang. La torche a peut-être été utilisée, je ne dis pas le contraire. Mais n'importe quel objet de forme similaire aurait pu provoquer une telle lésion. Toujours est-il que je suis d'accord avec vous.
La mort est due à un traumatisme crânien provoqué par un coup donné avec un objet contondant. Nous devons déterminer si la torche pourrait être l'arme du crime et le degré de force nécessaire pour infliger une telle fracture. Il manque des pièces au puzzle. L'élément de preuve crucial aurait été retrouvé dans l'affaire du meurtre de la petite JonBenet Ramsey. D'après la presse, la police de Boulder aurait mis la main sur une lampe torche qui aurait pu servir au crime. Si j'avais été l'un des premiers enquêteurs sur place et que j'avais vu une torche de presque 40 cm de long, j'aurais au moins demandé « C'était qui ça ?» Aucun des résidents de la maison ni aucun policier ne s'est dit en être le propriétaire. D'après l'un des agents, il s'agirait d'un cadeau fait au Ramsey, qu'il gardait dans la porte du placard de la cuisine. C'est comme ça qu'elle serait arrivée dans la maison. On voudrait mener une petite expérience, afin de savoir si cette torche a pu fracturer le crâne de JonBenet et quel degré de force a été nécessaire. L'impact se trouve du côté droit du crâne. Le coup a été donné à l'arrière du crâne, sur la droite, là où je mets le doigt. D'accord. Le cerveau a été contusionné sur tout le côté droit. À l'impact, une onde de choc s'est propagée dans toute cette zone. C'est ce qui a provoqué la commotion cérébrale. Et celle-ci a été fatale. La forme de la fracture rappelle tout à fait celle de l'embout de la torche qui a été retrouvée dans la cuisine. Les médecins légistes s'intéressent toujours à la forme de l'impact, car c'est elle qui permet de déterminer quel instrument a été utilisé. Il y a un élément clé. Aucune goutte de sang n'a été versée. Pourquoi ça? En raison de l'élasticité de la peau. Ceci est un objet contondant et non tranchant. Le coup a été donné et la torche s'est enfoncée dans le crâne sur 1 centimètre et quelques. La peau s'est enfoncée, l'os s'est brisé, mais il n'y a eu aucun dommage cutané. Peut-on reproduire ce qui s'est passé? Le crâne humain est une structure sophistiquée, constituée d'une couche osseuse solide, mais qui est très fine chez un enfant de 6 ans. Elle ne doit pas faire plus de 15 mm. Ensuite, on a de la moelle osseuse spongieuse. Et on a encore une autre couche. On peut faire une sorte de reconstitution. Bien. Vous vous lancez? D'accord, allons-y. C'est exactement comme le dessin que vous nous avez montré. Oui, exactement. Ce qu'on remarque avant tout, c'est cette forme rectangulaire parfaite. L'embout de la torche s'insère parfaitement dans le trou formé. J'ai vu tout un tas de blessures différentes. Cet objet peut être une arme redoutable. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de force pour infliger un tel coup? Non, parce que la torche est lourde. Il y a 3 piles à l'intérieur. Le crâne d'un enfant de 6 ans est aussi fragile qu'une coquille d'œuf. Je vois. Il n'y a pas besoin d'être très fort. Non, pas du tout. C'est une erreur de penser le contraire. Un adulte, tout comme un enfant, aurait pu donner ce coup. JonBenet faisait précisément cette taille. Elle mesurait 1,19 m. C'est ça. Dr Spitz, on a recouvert ce crâne de peau de cochon pour imiter le cuir chevelu humain. Notre but est de voir ce qui va se passer si on le frappe avec une torche. C'est une simulation. Oui. On essaie de mener une expérience scientifique aussi proche de la réalité que possible. On veut voir ce que ça peut donner. D'accord. L'idée qu'un enfant ait pu infliger une fracture de cette ampleur a créé une telle controverse que nous avons décidé de faire venir un petit garçon de 10 ans, de l'âge de Burke, pour faire une démonstration. Très bien. On va te demander de frapper le crâne. Où ça? Par ici, Dr Spitz?
Tape ici. Par ici. D'accord. Prêt? Ouais. Bien. Voyons voir. Je décolle la peau de cochon pour atteindre l'os. La fracture rappelle beaucoup celle de John Benet. La démonstration a permis une chose. Elle ne fait que renforcer la thèse selon laquelle le coup aurait été donné avec la torche électrique. Une blessure est infligée avec une certaine vitesse. La vitesse au carré, multipliée par la masse, donne l'énergie. Là, on a beaucoup d'énergie. J'étais, et je reste convaincu, que cette lésion a été infligée par cette torche, ou par une autre identique. Et le coup n'a pas demandé une force incroyable. Pas du tout. Il y a un meurtrier en cavale. J'implore mes amis de garder leurs enfants bien à l'abri. Quelques jours après la découverte du corps, les Ramsey se sont fait interviewer par CNN avant même d'avoir parlé à la police de Boulder. Il y a un criminel qui rôde. Le couple s'est exprimé sur CNN le 1er janvier. Cet entretien joue un rôle clé, car il a eu lieu quelques jours à peine après le meurtre de leur fille. Ils ont fait venir les journalistes et leurs propos sont particulièrement intéressants. Si l'initiative est parlante, leurs déclarations le sont plus encore. Oui, ils n'ont pas encore été interrogés individuellement par la police pour être rayés de la liste des suspects, et les voilà qui donnent une interview à CNN. Nous aimerions faire appel à votre expertise pour l'analyse de leur comportement et de leurs propos. En compagnie de Jim Fitzgerald, linguiste de la police scientifique, et de Stan Burke, analyste judiciaire, nous allons visionner les différentes apparitions médiatiques des Ramsey au cours des années et les disséquer comme nous l'avons fait avec la demande de rançon. Pourquoi parler maintenant? On doit à tout prix trouver le coupable. Pas parce que nous sommes en colère, mais pour pouvoir avancer. Quelqu'un est entré chez vous, a tué et abusé de votre enfant. Vous êtes en colère et vous voulez savoir qui a fait ça. Vous voulez que cette personne soit punie. C'est une réaction naturelle. Jim Fitzgerald et Stan Burke sont de grands experts. Jim Fitzgerald analyse et dissèque les choix de langage. Stan Burke se concentre sur le contenu des propos, notamment pour mettre en lumière les mensonges. Êtes-vous convaincu que votre fille a été kidnappée par quelqu'un d'extérieur à votre cercle familial ou amical? Oui. Elle fait non de la tête. C'est dur à dire. Elle fait non de la tête. Mais quand John répond oui, là, elle se met à acquiescer. Ce que je remarque, c'est qu'il a dit oui. Il a répondu à la question. Êtes-vous convaincu que votre fille a été kidnappée? Oui. Et écoutez ce qu'il dit d'autre. C'est dur à dire. Mais nous sommes une famille aimante. Une famille douce. Pourquoi ajouter ça? Ce n'était pas nécessaire, il avait répondu. Oui. Mais il veut que le téléspectateur sache qu'il a une famille aimante et douce. Douce. C'est son message. Si nous voulons faire notre deuil, nous devons savoir pourquoi tout ça est arrivé. Pourquoi est-ce que ce pourquoi est aussi important? Cette formulation est très étrange. Pour avancer, nous devons savoir pourquoi. Il s'agit sans doute là d'une question très honnête de la part de John et Patty Ramsey. Ils savent sans doute qui a fait ça, mais essayent encore de comprendre comment ça a pu arriver. C'est leur subconscient qui s'exprime. Tout à fait. Il est déjà au-delà de la question du qui. Et il veut savoir. Savoir pourquoi. Pourquoi? Oui. Il y a un meurtrier en cavale. Tout à fait. Je ne sais pas qui c'est. Si c'est un homme ou une femme. Mais je m'adresse à tous les habitants de Boulder et j'implore mes amis de garder
de garder leurs enfants bien à l'abri. Il y a un criminel qui rôde. J'ai une question. John et Patsy Ramsey ont été interviewés à la télé. Sur CNN. Vous avez remarqué quelque chose d'étrange? Tout cet entretien était très bizarre. Quel en a été l'impact sur les gens d'ici? Ils n'y ont pas cru. Que saviez-vous sur les Ramsey en tant que famille? Est-ce qu'on les connaissait avant cette tragédie? Très peu. Ce n'est pas comme dans l'affaire O.J. Simpson. Ils n'étaient pas célèbres. Ils avaient de l'argent, une grosse société, mais on n'en savait pas plus. Il n'y avait pas de raison pour que cette histoire fasse la une des médias. Mais tout ça a eu lieu entre Noël et le Nouvel An. En cette période de l'année, il ne se passe pas grand-chose aux infos. À l'époque, l'info 24 heures sur 24 en était à ses balbutiements. Alors il fallait bien remplir la grille d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est pour cette raison qu'on a commencé à voir les images de cette petite fille en train de défiler dans des concours de beauté, apprêtée, maquillée et dansant de manière quasi lascive. Ça a choqué nombre de téléspectateurs de voir une gamine de 6 ans se comporter de façon aussi suggestive. Dans le nord-est du pays, les concours de beauté pour enfants ne sont pas la norme. Mais dans le sud, en Géorgie, l'état d'origine des Ramsey, il n'y a rien de plus normal. On a eu très vite affaire à un battage médiatique. En quelques jours. Le meurtre de John Benet Ramsey. La police cherche des suspects. Les médias du monde entier, le corps de la petite a été retrouvé. Ça a fait la une de tous les journaux, de tous les magazines, toutes les chaînes de télé en parlaient. J'imagine que le contexte, le fait qu'on soit juste après l'affaire O.J. Simpson a dû jouer. Tout à fait. À l'époque, je me suis dit que ça devait influencer l'enquête de la police et du procureur. Surtout celle du procureur. Il n'était pas question de commettre les mêmes erreurs que celles des procureurs dans l'affaire Simpson. Ils se sont ridiculisés pendant le procès, parce que la police n'avait pas fait correctement son travail. 4 mois après le meurtre de leur fille, les parents de John Benet Ramsey ont été entendus par la police. Patricia et John Ramsey se sont entretenus séparément avec les enquêteurs de Boulder pendant plus de 8 heures. Le corps de la fillette a été retrouvé au domicile familial le 26 décembre, mais le couple avait jusqu'à présent refusé d'être interrogé. Nous avions hâte de nous plier à l'exercice. Et je ne saurais dire pourquoi ça a pris autant de temps. Dès le début, nous étions conscients de la nécessité de parler aux autorités de Boulder et qu'elles auraient besoin de nous interroger, Patsy et moi-même. Nous avons brillamment réussi cet entretien hier. Stop. En quoi le fait de parler à la police pour aider à trouver le meurtrier de sa fille est une réussite? 120 jours après les faits. Exactement. En quoi est-ce une réussite? À ceux qui se poseraient la question, sachez que je n'ai pas tué ma fille John Benet. John Benet et moi étions très proches. Elle me manquera pour le restant de mes jours. Je suis atterrée à l'idée qu'on puisse penser que John ou moi-même ayons pu prendre part à un crime aussi horrible. Je vous jure que je n'ai pas tué John Benet. Je n'ai rien à voir là-dedans. J'aimais cet enfant, de tout mon cœur et de toute mon âme. Dans les 30 à 60 dernières secondes, ils se montrent très convaincants dans leurs déclarations. Je n'ai pas tué John Benet. Je n'ai pas tué ma fille John Benet. Ce sont les 2 seules déclarations où ils sont catégoriques. On y croit, c'est vrai. Regardez leur posture, leur façon de se tenir. Ça vous fait quoi de savoir qu'un proche aurait pu faire une telle chose à votre fille? Une telle idée vous pousse à rester sur vos gardes. On pensait vivre dans une communauté sûre, et c'est toujours le cas. Vous avez vu la différence entre cette réponse très hésitante et celle qu'il a donnée avant? Je n'ai pas tué ma fille. Pareil pour Patsy.
Là, il tourne autour du pot. Il n'arrive même pas à formuler une phrase cohérente. Dans une situation de ce genre, ce qui n'est pas dit est tout aussi important, voire plus que ce qui est dit. Dans la deuxième partie de Qui a tué la Minimis, l'affaire qui a bouleversé l'Amérique, La théorie selon laquelle un intrus serait entré par le sous-sol ne tient pas debout. vous avez tout arraché au passage. La toile d'araignée est intacte. Laissons les preuves parler d'elles-mêmes. Il faut refaire les analyses. Il y a de l'ADN sur la culotte. Est-ce que tu as des secrets? Si je m'en souvenais, je ne vous le dirais pas. Il y avait 2 autres personnes en vie dans cette maison. John et Burke. Qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? C'est quelque chose. Pourquoi ne dit-il pas ce que c'est? C'est la dernière fois que je parle de cette affaire. Pendant 14 ans, personne n'en a rien su. Jusqu'à ce que le grand jury lève le secret, nous avions voté l'inculpation. Aucune poursuite n'est engagée. Il dit le contraire de ce que le grand jury a établi. Je ne comprends pas. On le voit dans la lettre, dans les conférences de presse. Dieu sait qui vous êtes et nous vous trouverons. On le voit à chaque étape. Nous espérons découvrir la vérité sur sa mort. Les preuves sont parlantes. Nous sommes tous d'accord. Ouais. Ouais. Le but est de trouver la vérité. À ce jour, le meurtre de John Benet Ramsey reste non résolu. Les opinions et conclusions des experts de ce programme ne sont que des scénarios possibles parmi d'autres. John Ramsey et Burke Ramsey ont nié toute implication dans le crime, notamment lors de récentes interviews télévisées. Nous vous invitons à tirer vos propres conclusions.